Bienvenue au Mâche Patate, le podcast éclaté des urbainculteurs où on célèbre l'agriculture urbaine dans toute sa diversité. Des techniques de culture aux projets innovants, en passant par les enjeux et défis du milieu urbain, on réfléchit avec vous, on en jase avec nos invités et on se fait aller le Mâche Patate! Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle saison de Mâche Patate, la 4e déjà. On est très heureuse d'être de retour avec vous dans vos oreilles. On espère que vous avez passé un beau temps des fêtes, puis rendu là un beau mois de janvier. On est de retour en 2020 avec encore plein de belles rencontres et de nouveaux sujets à découvrir. On souhaite que ça vous intéresse et que vous continuiez ou que vous vous mettiez à nous suivre. N'hésitez d'ailleurs pas à vous abonner à Mâche Patate pour ne pas manquer les épisodes qui sortent aux 2 semaines. Nous sommes vos co-animatrices, Marie-Hélène Dubé et Marie-André Asselin. Salut! Je sais pas pour toi, Marie-Hélène, mais quelque chose que je remarque depuis plusieurs années, c'est qu'il m'arrive comme très rarement, voire jamais, de rencontrer quelqu'un qui fait ce que je fais, ou plutôt qui travaille dans un organisme comme le nôtre, les urbainculteurs, une OBNL qui est en agriculture urbaine puis qui fait des potagers en plein centre-ville de Québec. Ouais, c'est rare. Quand même. Je connais, oui, des maraîchers en milieu rural, mais des gens qui, comme travail, font pousser des tomates en plein milieu de la ville, c'est plutôt rare, mais je pense que ça change beaucoup parce que l'agriculture urbaine prend de plus en plus de place un peu partout au Québec, puis on le voit nous-mêmes depuis quelques années, ça a beaucoup changé, il y a vraiment une demande, puis c'est beaucoup plus connu. Quand je parle aux gens, ils comprennent ce que je fais maintenant, puis c'est même rendu que ça influence certains programmes scolaires. Ben oui, même qu'il y a une multitude de notions agricoles qui peuvent se transposer là, à la culture en ville, mais le milieu urbain impose quand même certaines contraintes ou du moins certains défis peut-être plus particuliers. Il y a certaines pratiques qui diffèrent beaucoup de la réalité d'une ferme maraîchère en plein sol. C'est tellement vrai. En fait, moi, de mon côté, j'ai complété un DEC technique en production horticole, puis je dois avouer que quand j'ai commencé à travailler aux urbainculteurs, j'étais totalement néophyte aux pratiques de l'agriculture urbaine, même si j'avais été formée pour la culture maraîchère. On peut dire que j'ai vraiment appris sur le tas, puis que ça n'a pas toujours été facile. Moi, j'ai vécu un peu quasiment l'inverse, parce que j'ai pas de formation dans le domaine, donc j'ai tout appris aux urbainculteurs, mais je serais sûrement vraiment perdue sur une ferme maraîchère comme régulière à la campagne, mettons, je saurais pas quoi faire. Mais preuve que l'agriculture urbaine s'est taillé une place de choix dans l'univers agricole québécois. Il y a désormais une institution scolaire qui offre une concentration en agriculture urbaine dans son programme technique de gestion en technologie de l'entreprise agricole afin de former les acteurs de l'agriculture urbaine de demain. Donc, le programme est offert au cégep de Victoriaville et a accueilli sa première cohorte à l'automne 2019. Bravo! Pour mieux comprendre les motivations qui ont mené à la création de ce programme, mais aussi pour savoir ce qu'il contient plus spécifiquement, on rencontre aujourd'hui Pierre-Antoine Gilbert, qui est enseignant et coordonnateur du programme d'agriculture, et Athanasios Miou, qui est enseignant dans le programme. Bonjour les gars, bienvenue à Mâche Patate. Allô, merci de recevoir. En fait, pour comprendre qui vous êtes, est-ce qu'on pourrait commencer, est-ce que vous pourriez chacun votre tour nous expliquer un peu ce qui vous a mené à être enseignant au cégep de Victoriaville, puis peut-être plus spécifiquement en lien avec l'agriculture urbaine? Je commence? OK. Moi, c'est Pierre-Antoine Gilbert. En fait, j'ai une formation d'agronome ici à l'Université Laval à Québec. Par la suite, j'ai travaillé en recherche pendant quelques années. Puis, ce qui est particulier au cégep de Victoriaville, on a 2 centres de recherche, le CISA et le CETAB. Puis, le CISA est plus au niveau des aspects humains, tandis que le CETAB est plus au niveau des pratiques agricoles biologiques. Donc, j'ai été recruté par l'équipe du CETAB pour effectuer des projets de recherche. J'ai commencé à enseigner à temps partiel des cours de sol qui me passionnaient et de fil en aiguille, j'ai senti l'appel de l'enseignement à temps plein. Donc, depuis maintenant une dizaine d'années, je suis enseignant au département d'agriculture et j'adore mon métier. Super! Moi, je suis, dans le fond, j'ai fait mes études à Concordia, en environnement. Je suis un gars de la ville, donc j'ai commencé à travailler suite à mes études pour un organisme qui s'appelle Action communautaire. Travailler en agriculture urbaine, à mettre en place des jardins en hydroponie, puis en bac dans le secteur de Notre-Dame-de-Grâce. Après, pendant 6 ans et demi, j'ai commencé à travailler dans l'est de la ville, donc dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, pour un organisme qui s'appelle « Il y a quelqu'un au bord du mur ». Donc, j'ai coordonné un projet pendant 6 ans et demi, comme je disais tantôt, là, à développer des initiatives de marché puis de production maraîchère en lien avec des institutions. Fait que j'ai pu tout faire en agriculture urbaine, puis éventuellement, l'AEC, donc l'attestation d'études collégiales du cégep de Victoriaville en agriculture urbaine,
est arrivé. Puis j'ai appliqué pour être enseignant là-bas. Puis de fil en aiguille, moi aussi, ça m'a comme vraiment passionné. Puis je trouvais ça extrêmement valorisant. Puis dans le contexte là du diplôme d'études collégiales, donc le DEC qui s'est mis en place, j'ai continué mon parcours plus pédagogique là, pour lier ma passion puis le momentum du nouveau programme. Super. Vraiment de l'expérience terrain qui t'a mené là, finalement. Ouais. Puis, en fait, pourquoi, à la base, créer un profil spécifique en agriculture urbaine? Est-ce que, justement, on a raison de dire que ça prend des notions plus particulières, plus adaptées? Y a-t-il tant de différences, finalement, avec une production horticole plus régulière? Ben, ce que j'ai tenté d'expliquer aux élèves qui sont joints à nous cet automne dans la nouvelle cohorte, c'est que ça reste d'abord et avant tout de l'agriculture au sens large. L'agriculture, bon, on peut penser après ça à le découpler au niveau des animaux, au niveau des plantes, au niveau des sols. Après ça, nous, historiquement, ça fait quand même 30 ans qu'on l'enseigne en agriculture biologique. Donc là, je suis au niveau des régies de culture. Là, ce qui est nouveau, finalement, c'est qu'on est rendu dans des lieux physiques. C'est-à-dire qu'il y a une agriculture rurale plutôt classique, puis on est rendu désormais avec une agriculture qui est dite urbaine, qui est qualifiée urbaine. Mais dans les faits, c'est d'être capable de savoir faire pousser des plantes. Puis si on a une entreprise, c'est de savoir gérer cette entreprise-là. Puis le nerf de la guerre, ben c'est un peu au niveau de la mise en marché. On sentait que ça s'en venait. Les urbainculteurs existent. Il y a au Lab à Montréal aussi. On sent l'engouement qui est là. Puis nous, on venait aussi de bâtir une toute nouvelle école dans un pavillon à 4 km de notre pavillon principal à Victoriaville, qui est l'INAB, l'Institut national d'agriculture biologique. Ouais. Sur laquelle on a des terres, un 55 hectares, on a des serres, on a des équipements modernes, une forêt nourricière, un rucher, etc. Donc, on était vraiment en phase d'expansion à ce moment-là. Puis, notre directeur général de l'époque, Paul Thériault, avait dit, ben moi, j'y crois à l'agriculture urbaine, puis pourquoi pas finalement démarrer un programme d'études. Puis, on l'a fait. Puis, les élèves ont vraiment répondu à l'appel. C'est un petit cégep de région, mais finalement, ben, les gens, ils aiment ça venir en région parce que c'est agréable d'y vivre. Puis de l'agriculture urbaine, ben Victoriaville, c'est une ville. Puis qu'après ça se transpose un peu partout. Puis vous aviez déjà eu un beau succès au courant des années précédentes avec la culture bio aussi. Il y avait vraiment eu comme une explosion du nombre d'inscriptions. Ouais, ben souvent on essaie de l'expliquer. Puis bon, un peu en rigolant, moi ce que je dis, c'est que il y a un gars qui a écrit un livre. Puis ça l'a amené beaucoup de jeunes à se remettre en question. Puis peut-être à penser à changer de métier. Il faut comprendre que chez nous, la clientèle au niveau de l'âge est en moyenne autour de 25 ans. Donc, c'est beaucoup de réorientation de carrière, de retour aux études. C'est pas des parcours classiques où on sort du secondaire et qu'on décide d'aller dans un programme technique. Donc, il y a ça, entre autres, qui a aidé beaucoup. Ça concordait aussi au même moment, c'est là un peu, je fais le parallèle, là, des manifestations du printemps érable. Ouais. Fait que si t'es un jeune qui a manifesté pour la gratuité scolaire, que tu lis un livre du gars qui dit que c'est possible de vivre en produisant des légumes, ben c'est certain qu'après ça, tu te vois pas vraiment utiliser des pesticides et autres, puis tu te vois dans l'agriculture biologique. Ouais. Puis je pense que l'agriculture urbaine, ben, s'inscrit un peu dans ce mouvement-là. Puis finalement, ben ça n'existait pas, fait qu'il fallait juste le créer. Ce que moi je voyais par contre, c'est des finissants de chez nous qui allaient quand même travailler dans ce secteur-là d'activité. Je me souviens d'un matin, j'ai vu un de nos anciens élèves, Léandre, qui faisait la page couverture de la Presse Plus. Parce qu'il travaillait à la ligne verte, puis c'était au moment où ce que les GA avaient décidé à Montréal de faire des cultures sur son toit. Puis je veux dire, c'est la même page couverture, il y a le chanteur de Metallica, que j'oublie toujours le nom, là, mais comme M. Hetfield, il était là, puis il y avait Léandre qui était là, puis moi, ça m'a appelé beaucoup. Puis Léandre, c'est un exemple parmi tant d'autres, parce que finalement, on avait quand même beaucoup d'élèves qui ont une formation en GTA, qui finissaient dans le domaine de l'agriculture urbaine, parce que ces connaissances-là, même si c'est au niveau rural, se transposent au contexte de la ville, finalement. Puis aussi, ben moi, en tout cas, tu parlais là, des programmes, mais tu sais, au niveau de la popularité, là, comme Marie-Hélène a dit, tu sais, moi, quand j'ai fait ma technique, on était comme 7 dans mon groupe, puis 2 ans après que moi, j'ai quitté, c'était comme des classes de 25-30. Fait que, tu sais, au-delà de l'agriculture urbaine, je pense que du milieu agricole, il y a quand même un boom d'intérêt, là, parce que, tu sais, nous autres, je pense que ma concentration s'était pas donnée l'année suivante parce qu'il y avait pas assez d'inscriptions. Puis là, tout d'un coup, tu sais, boum, puis tu sais, je rencontre tellement de gens qui vont dans ce domaine-là. Fait que j'imagine que
pour l'agriculture urbaine, ça a juste comme été vous avez fait un coup de dé, puis finalement, ça a dû comme exploser aussi, là, d'une certaine manière. Oui, tout à fait. C'est des mouvements sociaux, là. Ben puis oui. les gens qui disaient que c'était une mode, parce que nous, ça fait au-delà de 30 ans qu'on enseigne l'agriculture Ben oui. biologique. Il y a 30 ans, c'était risqué là, comme décision là, pour un département, pour un collège, d'aller de l'avant puis de décider d'enseigner cette régie-là de culture. Parce que si on allait dans les grandes surfaces, il n'y en avait pas là, de section biologique. Non, c'est ça. Les paniers, avec la formule d'agriculture soutenue par la communauté, ça commençait. Équiterre, je crois, n'existait peut-être pas il y a 30 ans, là, je veux pas me tromper, mais ça reste que tout ça était beaucoup plus marginal que ce que c'est maintenant aujourd'hui. Ça s'est démocratisé énormément. Moi, il y a 10 ans, en blague, je leur mets souvent une photo de Bob Marley quand je commence mes premiers cours, puis je dis, vous ressembliez tous à ça. Tu sais, avec des rastas, des pots maçons avec des herbes qui flottent dedans, du monde pieds nus. Puis là, ben, je regarde ma gang d'élèves, puis ils ont l'air de jeunes comme n'importe quel jeune dans d'autres programmes d'études, là. Mais oui, avec quand même les valeurs environnementales et autres là, qui leur sont propres. Fait que ça l'a explosé. Nous, on est rendu avec 180 élèves. Mais ça, c'est pour les 3 années d'études et les 4 profils, parce que l'agriculture urbaine, c'est le nouveau. Il y a 2 ans, on a lancé production fruitière biologique. Depuis 30 ans et plus, on enseigne production maraîchère biologique au niveau des légumes. Puis classiquement, on a aussi le profil de production animale qui est chez nous, là, avec des jeunes qui ont souvent plus une relève apparentée. C'est-à-dire que les parents ont une ferme puis qui vont quand même faire le DEC parce que ça prend des connaissances. Ouais. Là. Mais tu parles des étudiants, puis c'est un peu ce que je me demandais s'il y avait comme un profil type. Là, tu parles que c'est beaucoup des réorientations de carrière, plus autour de 25 ans. Est-ce que tu remarques qu'ils viennent d'un certain milieu plus? Là, je comprends que les valeurs sont souvent, c'est sûr, comme écologiques et tout, mais y a-tu d'autres points communs entre tes étudiants? C'est très varié. C'est quand même assez varié, mais c'est sûr qu'au niveau des valeurs et de l'intérêt pour l'agriculture, ça, sont tous au même niveau. Puis, dans le fond, c'est ça, quand je dis que c'est un mouvement social, c'est que tout le monde, désormais, semble quand même s'intéresser à l'agriculture, puis avec raison, là, parce qu'on mange 3 fois par jour. Les élèves arrivent d'un peu partout, là. Pour le moment, là, on pourrait penser que ça arrive surtout de Québec ou de Montréal, parce que c'est nos 2 grands centres urbains ici dans la province, mais ils vont arriver de Sherbrooke, ils vont arriver de Victoriaville même, à la limite, puis de Trois-Rivières. Dans le fond, nous, c'est vraiment au niveau provincial. Puis même, étant donné qu'on est la seule école de ce genre-là, cette année, on a un élève qui arrive de France puis qui a décidé de venir étudier chez nous en agriculture urbaine. Ça, c'est particulier. Puis bon, avant, je me souviens, il y avait au moins un élève par année qui arrivait de l'île de la Réunion. Là, c'est pas réarrivé encore, mais nous, c'est sûr qu'au niveau international, ils cherchent ça, là, les jeunes actuellement, puis ils veulent aller vers peut-être un retour à la terre ou vers des entreprises en ville, en agriculture. Puis bon, ben finalement, c'est de combler ces besoins-là. Là. Puis en fait de monter cette concentration-là, en fait, ça se fait pas en claquant des doigts. Je me demandais si pour construire, mettons, les spécificités des cours, est-ce que vous avez consulté des organismes? Est-ce qu'il y a comme eu une demande de l'extérieur qui vous a été faite? Un peu comment ça s'est fait? Ça s'est fait. Moi, j'ai pas fait partie du processus complet. J'ai fait partie du processus en tant que coordonnateur de mon projet dans Merci à Chacun Maisonneuve. Donc oui, il y a eu une grosse dans le fond concertation à savoir c'était quoi les besoins terrain des organismes qui portaient des projets en agriculture urbaine. Et donc Philippe Franquin-Beau qui a travaillé sur la grille de cours au Cégep de Victoriaville a fait un excellent travail à ramasser plein de partenaires autour de la table, à la fois au niveau de la ville de Victoriaville, des centres de recherche, des organismes communautaires, que des entreprises, à savoir qu'est-ce que vous avez besoin comme main-d'œuvre, qu'est-ce que vous avez besoin ou qu'est-ce que vous auriez-vous aimé avoir dans votre passé, dans votre formation, pour vous aider à mettre en place des projets et ou juste à gérer des projets en agriculture urbaine, parce qu'il y a tellement de variables qui sont pas nécessairement existants en milieu rural qu'on va avoir, notamment la mobilisation. On pense souvent à la gouvernance, des trucs du genre. Et donc, avec toutes ces thématiques-là, toutes ces rencontres-là, ces tables rondes-là, la grille de cours, dans le fond, a été créée avec le besoin terrain qui existe. Ce qui est pas mal le mieux, hein. Sinon, c'est ça. Il y a certains programmes, des fois, qui sont juste comme créés comme ça, puis on se proposait, mais qui répondent pas à un besoin nécessairement. Il n'y a pas une demande du milieu. Donc, tu fais tout ton cursus universitaire, mettons, mais au final,
T'as pas les outils qu'il te faut. C'est ça. Ouais. Aussi, je sais que vous avez reçu M. Duchemin il y a quelques temps, puis bon, ça fait partie un peu des collaborateurs qui ont été consultés, avec qui on a monté la grille de cours. Là. Fait qu'on a été chercher des expertises, comme Athanasios l'a dit, à droite à gauche, pour finalement être capable de faire un programme qui répond à un besoin. Puis c'est sûr, on parle d'agriculture. Là. Je reviens sur le fait que d'abord et avant tout, c'est de l'agriculture. Oui. Puis nous, on est des experts de contenu dans ce domaine-là. On a chacun nos champs d'expertise. Notre collègue Philippe, lui, ça l'intéressait beaucoup aussi. Fait qu'en collaboration avec d'autres acteurs du milieu, ça donnait un programme d'études qui tient la route. Puis peut-être que je me trompe, mais je crois qu'il y a des gens du Cégep de Victoriaville qui étaient venus rencontrer 2 personnes des urbainculteurs, d'ailleurs, l'année dernière, pour discuter de ce futur programme-là. Est-ce que c'est... En tout cas, Philippe a fait partie de... OK, c'est ça. Ouais, dans le fond, ils se sont promenés, ils ont été à Trois-Rivières, Québec, Montréal, ils ont été un peu partout dans la région à rencontrer les organismes qui existent depuis longtemps, donc les urbainculteurs en était un. Je sais que le Centre Paul Roulant aussi travaillé très fort à aider à monter la grille de cours, puis c'était une suite aussi logique pour le Cégep de Victoriaville, étant donné que l'attestation, qui est une attestation qui se donne à distance en agriculture urbaine pour gérer, ça c'est plus pour des gestionnaires de projets, a existé pendant 1 an avant que le diplôme d'études collégiales soit mis en place puis la grille de cours soit montée. Donc, avec cette suite-là, il y a aussi eu une belle collaboration entre la formation continue au Cégep de Victoriaville et les autres départements pour arrimer un peu le contenu, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de dédoublement, puis qu'il y ait aussi une cohésion, une complémentarité entre les 2 programmes. Puis là, les 2 continuent d'exister en parallèle. L'AEC n'a pas disparu. Oui, non, tout à fait. Puis ça cherche à former d'autres types de gestionnaires. C'est vraiment plus axé sur la mobilisation citoyenne et le développement de programmes, puis la gestion de programmes ou de projets en agriculture urbaine. Donc, c'est vraiment différent comme cursus. Ou peut-être aussi plus pour des gens qui sont déjà dans le milieu pour compléter leur formation, parce que en 2019, justement, moi, j'ai donné un cours à distance à cette cohorte-là de l'AEC, puis il était vraiment dynamique, là. En fait, tu sais, je veux dire, j'avais jamais donné un cours à distance, fait que là, tu sais pas trop, t'es comme sur Skype, puis là, je me dis, oh mon Dieu, je vais-tu parler toute seule pendant 3 heures, puis tu sais, il était super dynamique, il posait des questions, il répondait à mes allocutions, puis tout ça, puis c'était vraiment intéressant, fait que je pense que c'est super pertinent. En tout cas, j'ai beaucoup aimé mon expérience, franchement, là, c'est vraiment une belle gang, bravo. Pour faire du chemin sur l'AEC, justement, on sent l'engouement qui est là par rapport à ces formes d'enseignement-là, ces programmes-là. On a aussi un AEC en agriculture biologique qu'on va lancer à l'automne 2020, qui va être plus axé au niveau du maraîchage là, en champ, mais qui quand même n'existe pas pour l'instant, puis qu'on sent qu'il y a un engouement là-dessus. Est-ce que c'est aussi comme penser surtout pour s'adresser à des gens qui sont déjà maraîchers, mais qui voudraient s'orienter vers la culture biologique? Oui, c'est pour venir chercher des outils de plus, dans le fond. Puis qu'on se comprenne, là, dans la vie, là, je le dis tout le temps, là, pour être fermier, fermière, on n'a pas besoin de diplôme. On n'est pas obligé, on peut lancer une ferme sans avoir de diplôme. Tandis qu'infirmier, infirmière, les hôpitaux ne nous engageront pas si on n'a pas ces diplômes-là. Ça va de soi. Mais l'idée, c'est d'éviter les pièges après ça, en démarrage d'entreprise puis en gestion d'entreprise. L'école n'est pas une finalité, c'est là pour apprendre à apprendre finalement. Puis c'est sûr qu'après, bon, tous les programmes de subvention et autres, du moment qu'on est diplômé, ben ça nous ouvre la porte à ça, parce qu'on a quand même un bon soutien au niveau de l'agriculture au Québec, qui est pas le cas partout. Juste en Ontario, pour le bio, c'est plus difficile qu'ici au Québec. Mais ça, pour nous, c'est important de le dire. On vient vraiment chercher là des outils. Puis c'est pas juste de développer le pouce vert. Les éléments de gestion, là, en blague, j'ai souvent les cours qui riment en « là, mise en marché, fiscalité, comptabilité ». C'est les cours peut-être qui sont moins attrayants. Là, analyse technico-économique. Exact. Je m'en rappelle. Mais ces cours-là vont tout faire la différence du monde pour quelqu'un qui veut mener à bien son entreprise. Moi, j'enseigne les cours production en serre, fait que c'est sûr que c'est des laboratoires qui sont concrets, c'est le fun, on a les mains dedans, même qu'on a les mains vertes et noires après avoir taillé de la tomate. Tu sais c'est quoi? Oui. Puis, mais si ta tomate, une fois récoltée, t'es pas capable de la vendre, ben là, c'est dommage, mais elle servira pas à grand-chose finalement, puis même qu'avoir une empreinte écologique qui est pas souhaitable. Fait que l'idée, c'est ça. On dit souvent 50% de l'ouvrage, ben, c'est de vendre parce que les gens oublient qu'on existe, savent pas qu'on existe. Ça doit être un beau produit, ben, faut faire du démarchage pour être capable de mettre en marché nos produits.
On a parlé beaucoup, en fait, de comment ça ressemblait aux autres parcours, là, puis que je comprends que il faut apprendre à faire pousser des légumes puis tout ça, mais ça serait quoi les cours plus spécifiques ou les aspects vraiment plus particuliers à l'agriculture urbaine que vous abordez? Je comprends, il y a la mobilisation de ce que je comprends, là, entre autres. On est plus dans des différentes techniques, puis on pense au cadre bâti, on pense à toutes les variables qui peuvent exister en ville. Donc, les techniques de production, c'est sûr qu'on va avoir un cours d'élevage, mais ça va être un cours de petit élevage qui va prendre en compte les réglementations que les municipalités peuvent mettre de l'avant pour assurer un projet viable et, comme les bailleurs de fonds aiment dire, périn dans sa vie ou son existence. Puis, c'est des cours qui sont aussi axés sur l'utilisation, comme je disais tantôt, de bâtiments et ou de structures qui existent pour faire pousser des légumes, oui, mais aussi pour élever des insectes. Donc, il y a un cours d'élevage d'insectes, il y a un cours sur la myciculture, donc élevage de champignons. On parle de production, mais on va parler de production intérieure, milieu contrôlé. Donc, avec des aspects d'hydroponie, aquaponie, aéroponie, les élèves vont en apprendre sur la gouvernance, vont en apprendre aussi sur la mise en marché, mais après, on va spécifier que si on est en ville, il y a des légumes ou des variétés qui se vendent mieux ou qui sont plus fragiles, et donc peut-être mettre son énergie sur ces variétés-là pour arriver aussi en complémentarité avec le rural, pour pas faire compétition rurale, mais s'intégrer dans une mise en marché qui a du sens, qui est transparente, et l'aspect de mobilisation, je vais le redire, mais c'est aussi d'utiliser les ressources qui sont autour de nous. Donc beaucoup de notions d'économie circulaire, de réduction d'empreinte écologique. Donc, c'est des cours que j'adore donner parce qu'on est capable de faire tellement de liens avec plein de projets. Puis l'idée, c'est pas d'arriver puis de faire notre projet, c'est de s'inclure dans une dynamique de quartier ou dans une dynamique d'une ville pour, à la fin de la journée, peut-être que ça nous coûte moins cher, puis qu'on se fasse un peu plus d'argent, puis qu'on se fasse des alliés, puis qu'on en ait moins sur notre dos. Donc, l'aspect de d'éparpillement qui existe souvent en agriculture urbaine, on essaie de le réduire puis de faire comprendre aux élèves que on n'a pas à tout faire nous-mêmes. On peut s'entourer de gens, de parties prenantes qui peuvent nous aider à arriver à nos objectifs. Puis, on est dans un aspect où on essaie de faire penser à ce qu'on peut faire avec le cadre bâti sur les toits, etc. Je voulais juste revenir sur une affaire que tu viens de mentionner. Je veux pas soulever des gros débats, mais tu vas demander. Mais l'idée de produire les légumes qui sont les plus frais parce que qui sont plus fragiles tout ça, il y a aussi comme je comprends vraiment de la complémentarité avec le rural, mais j'ai déjà entendu aussi d'autres gens le critiquer au sens où c'est comme les cultures qui valent les plus cher, puis là on laisse mettons les patates puis les oignons au rural, puis on va vendre comme le basilic qui vaut cher mettons. Est-ce que je sais pas, j'aimerais vous entendre moi je suis toujours d'avis que plus qu'on est capable de produire en ville, moins ça va devenir cher. Donc, de créer aussi une accessibilité qui est pas seulement géographique, mais économique. Ça veut dire d'en faire pousser. Si on en fait pousser, on est capable de démocratiser un peu tous ces produits niches-là. On parle de micro-pousses. Moi, je produis des micro-pousses, ça fait 3 ans. J'ai une entreprise qui produit des micro-pousses. On a développé 2 listes de prix, une pour le communautaire et les banques alimentaires pour faire découvrir ces produits-là aux gens. Ceci étant dit, c'est sûr que pour rentabiliser le projet, il faut quand même approcher les restaurants. Mais ça veut pas nécessairement dire que ces produits-là devraient seulement être aussi produits par des agriculteurs urbains. Je connais beaucoup de fermes qui ont commencé à intégrer des micro-pousses dans leur cycle de production au début puis à la fin de la saison. Donc, je pense qu'il y a des complémentarités non seulement à ce qu'on est capable de mettre en vente, mais aussi à développer des connexions, puis quitte à former des agriculteurs pour ajouter ça à leur liste de produits. Moi, je l'ai fait dans les Laurentides avec une ferme qui faisait du maraîchage, puis il y avait besoin d'avoir une plus grosse diversité de produits en début de saison, fin de saison. Je leur ai donné toute l'information que j'avais de ma compagnie. C'est pas une compétition directe dans mon marché. Puis ça l'a aidé énormément. Donc, je vois aussi ce côté-là. Puis avec l'aéroponie puis toute la technologie qui s'en vient, je pense que des patates, des carottes, etc., on peut en produire à l'intérieur aussi. Puis ça s'en vient, là. C'est pas... Ouais, là, on va pas en produire autant. Mais après, c'est sûr que c'est des choses qui se développent. Puis la technologie agricole, là, en ce moment, c'est en big boom aussi, l'agrotech. Fait que, c'est ça, avoir le futur de l'agriculture urbaine, qu'est-ce que ça veut vraiment répondre à quel besoin, là?
Ben, si je peux renchérir, le cas de la pomme de terre, dans le fond, il y a aussi des contraintes agronomiques des fois qui existent pour vrai. Ça prend beaucoup de superficie pour le faire. Puis la patate, la pomme de terre, tout comme le maïs, il y a même beaucoup de fermes maraîchères à petite échelle qui en font pas. Parce que quand ils calculent un peu le coût, l'investissement, puis ce que ça rapporte au mètre carré, ben ils vont les délaisser pour peut-être justement parfois se tourner vers des légumes plus chers. Puis tout ça vient pour moi en ce moment à l'ère actuelle. Athanasios l'a dit, on ne sait pas c'est quoi le futur, là. Fait qu'on peut faire des trucs extraordinaires, mais c'est tout en complémentarité, tout ça. Fait qu'il y a de la place pour des entreprises qui vont être spécialisées, qui vont faire à grande échelle, comme il y a de la place finalement pour des serres sur des toits. Chez nous, j'en reviens à notre école, on a une ferme école, puis ça nous démarque beaucoup des autres institutions, parce qu'à l'été 2, les élèves font le stage chez nous sur notre ferme, puis on a instauré 3 modèles dans le fond, c'est-à-dire un modèle de petit jardin qui est vraiment bio-intensif, un modèle de moyen jardin où on va combiner un peu de machinerie, puis depuis l'année passée, on a lancé le grand jardin. Puis dans le grand jardin, on fait pas 40 légumes différents. Là. On est dans ce que les gens consomment beaucoup dans leur assiette, c'est-à-dire des oignons, des carottes, puis des pommes de terre. Puis ça, ben il y a toujours un marché pour ça qui est assuré. On n'est pas dans de la haute gastronomie, quoi qu'on peut faire des choses incroyables avec ces légumes-là. Mais c'est ça vient pour moi, ça se complémente tout ça, ces différentes sources-là de production agricole. Intéressant. Tu as eu une belle réponse, finalement. Ben oui, c'est parfait. Si je peux revenir aux cours, là, c'est vraiment cool dans leur programme d'avoir des cours qui sont propres à eux, là, petits élevages en milieu urbain, myciculture. Les autres, ils n'ont pas ça dans les cohortes, mais toute la gang, soit en fruits, en légumes ou en agriculture urbaine, c'est certain, là, la première année qui ont des cours en tronc commun, on n'a pas le choix d'avoir un cours sur les notions de végétaux où on apprend la morphologie, la physiologie végétale. Le cours de sol, même des fois, qui peut paraître plus distant de l'agriculture urbaine, pour moi, il est vraiment nécessaire. Je pense que c'est... moi aussi, je pense que c'est très essentiel. Vous êtes déjà connaissante, là, mais c'est ça, tu sais, d'apprendre la physique du sol, la chimie du sol, la biologie du sol. On peut changer le mot sol pour terreau ou substrat, puis bon, finalement, c'est les mêmes composantes, mais dans des contextes différents. Fait que ça, c'est vraiment liaison, ces cours-là, c'est nécessaire. Les cours de serre, ils les suivent avec moi. Que la serre, elle soit à campagne ou en ville, ça change rien, c'est de la conduite de culture puis de la relation sol-plante qu'on apprend finalement. Là. Fait que ça, ils suivent ces cours-là aussi, puis ça fait qu'ils vont avoir le pouce vert après. Puis pour renchérir aussi, c'est super intéressant aussi pour les autres étudiants qui sont en maraîchage ou en production biologique, soit de légumes ou de fruits ou même animal. La raison pour ça, c'est que toutes les installations qui vont être mises en place, la ferme à insectes, des projets de micro-pousses, des projets de champignons, ben ça suscite l'intérêt aussi de tous ces étudiants-là et ils sont apportés aussi à en apprendre un peu plus sur l'agriculture urbaine. Donc moi, dans les cours que je donne en ce moment à ces profils-là, c'est sûr que je glisse des mots à savoir qu'est-ce qui va venir, qu'est-ce qui va s'en venir au cégep, puis c'est vraiment beau de voir la réaction de ces étudiants-là. C'est tout du monde qui sont passionnés par l'agriculture, point barre. Donc peu importe la forme, ça les intéresse. Puis surtout quand on commence à penser à de l'élevage d'insectes, ben il y a des gens qui veulent absolument faire partie du projet, même s'ils sont pas dans ce programme-là, ben ils sont aussi appelés à venir découvrir ces types d'installations-là au cégep. Donc cette disciplinarité-là ou multifonctionnalité-là de l'agriculture qui fait partie de l'agriculture urbaine, oui, on s'entend, fait aussi partie de l'INAB puis du cégep de Victoriaville. Donc, c'est vraiment beau de voir toutes ces cohortes-là apprendre puis se développer ensemble. Puis tu sais, moi je trouve que c'est super pertinent là, l'aspect tronc commun de la première année, parce que je trouve que tu sais, je veux dire oui l'agriculture urbaine, mais tu sais moi j'apprécie beaucoup d'avoir comme compris le maraîcher puis de vivre l'agriculture urbaine, puis que tu sais dans le fond c'est super interrelié. Puis aussi tu sais juste de par nos projets, moi je le vois, on est beaucoup appelés depuis 2 ans à faire des projets en plein sol. Fait que tu sais là ça nous ramène vraiment plus à des notions de maraîchage là classique, justement bio-intensif, tout ça. Donc tu sais je pense que oui c'est le fun d'avoir une spécificité comme une spécialisation, mais que ça fait partie de quelque chose de plus grand. Fait que moi, je suis super contente d'avoir un background maraîcher parce que ça me permet de, justement, comprendre le sol, puis toutes ces choses. Faut savoir se débrouiller dans plein de sortes de milieux, en fait, là, ça, ouais. C'est beau.
T'as mentionné plus tôt, Pierre-Antoine, qu'il y avait eu un élève de la France cette année et tout. Puis en fait, on se demandait si votre programme était comme unique au monde ou si vous étiez inspiré de quelque chose qui se faisait ailleurs. Puis est-ce que vous pensez que ça va faire des petits? Ben, nous, globalement, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait plus d'agriculture biologique au Québec, au Canada, dans le monde. Fait que c'est certain que si ça peut en inspirer d'autres à aller de l'avant, pourquoi pas. Puis d'ailleurs, des fois, on se pose en question pourquoi c'est pas arrivé avant. Je comprends les contraintes agronomiques. Je comprends aussi des fois que c'est un milieu peut-être des fois un peu plus conservateur qui peut être un peu plus lent à changer d'idéologie. Côté mondial, en tout cas au Canada, j'ai pas d'exemple d'école du genre avec des contenus de cours vraiment axés sur le bio, avec nos 2 centres de recherche que je nommais tantôt. J'ai pas rien vu de tel ailleurs. Ça m'est arrivé aussi de faire des voyages de mobilité enseignante, aller voir d'autres écoles. La seule autre grosse école du genre que j'ai vue, c'est au Bénin, en Afrique de l'Ouest, à Songhai, puis qui est un milieu exceptionnel d'études, mais là, c'est dans le contexte, c'est différent. Là, fait qu'on n'aura pas vraiment de Nord-Américains qui vont aller étudier là-bas, ou même d'Européens. Fait que c'est un contexte qui est unique, finalement, qui nous démarque un peu des autres. Puis ça fait aussi des jeunes, après ça, qui vont devenir des ambassadeurs. Si je prends la gang, là, mettons, en maraîchage, ben sur le terrain, là, au-delà d'être fermier-fermière, il y a quand même des intervenants en agriculture biologique qui sont peu nombreux, puis on sait que c'est un secteur qui est en pleine expansion d'une année à l'autre, fait que c'est le fun de savoir qu'on va avoir des techniciens agricoles qui vont aller finalement sur le terrain pour pouvoir aider les agriculteurs ou être des intervenants du milieu. Puis l'année passée, dans notre gang de finissants, là, il y en a 3 là, qui ont décidé d'aller en agronomie à l'Université Laval. Ils sauvent 1 an d'études. C'est quand même pas rien sur un bac de 4 ans, là, fait que ça, c'est vraiment chouette. Puis ça va faire des agronomes avec un gros background en agriculture biologique. Là. Mm-hmm. Super. Je me posais 2 questions. Je suis en train d'en perdre une. Mais je me demandais entre autres si les étudiants qui arrivent, est-ce qu'ils ont déjà un projet clair de ce qu'ils veulent faire, en fait? Est-ce qu'ils viennent comme avec en tête, genre, moi, je vais me lancer, je sais pas, un élevage de poules, en fil, peu importe, là, mais comme vraiment un projet clair où ils sont vraiment ouverts, ils veulent apprendre des techniques de base, puis leur projet se développe au fil du temps. Je sais que le programme en agriculture urbaine particulièrement est jeune, là, mais... Ouais. Ben ça, je veux dire que ça dépend. Il y a des gens qui arrivent qui ont jamais produit de légumes. Ils viennent juste apprendre de A à Z de l'agriculture, point barre. Puis les notions d'agriculture urbaine aussi. Il y en a d'autres qui ont travaillé dans des organismes ou qui ont parti dans leur communauté des projets d'incroyables comestibles et ou autres projets similaires et sont intéressés par l'aspect social de l'agriculture, donc viennent chercher plus le côté agronomique et ou de gestion. J'ai des élèves qui veulent se monter une entreprise de champignons et ou d'élevage d'escargots et ou d'autres types d'élevage de ce genre-là. Donc, ça vient vraiment donner une belle dynamique parce qu'on a des personnes qui ont déjà pratiqué de l'agriculture urbaine, qui ont déjà travaillé en agriculture urbaine, qui ont fait des stages, qui viennent de l'international, justement, qui ont vu d'autres sortes d'agriculture urbaine qu'on a ici au Québec. Et donc, cette diversité-là dans les étudiants, ça crée vraiment une belle dynamique d'un cours. Donc, des fois, on va lancer des débats, puis c'est vraiment beau de voir les différentes perspectives par rapport à vos expériences, puis l'aspect créatif aussi de certaines personnes qui ont déjà été sur le terrain comparativement à des gens qui ont jamais été sur le terrain. C'est beau à voir, mais je te dirais que c'est un peu de tout qu'on a en ce moment. C'est bon. Ouais. J'ai retrouvé ma deuxième question qui a aucun lien avec tout ça, je m'en vais ailleurs, mais je pensais en fait à la ville de Victoriaville qui est quand même reconnue comme étant relativement à l'avant-garde dans ses projets d'agriculture urbaine, justement en disant incroyable comestible, tu m'as rappelé ma question. Puis je me demandais si, tu sais, moi je connais pas beaucoup cette région-là, je suis rarement allée là, puis je me demandais si est-ce que vous pensez dans le fond que les initiatives de la ville, c'est beaucoup à cause de la présence du cégep ou c'est comme le milieu favorise à la fois la présence du cégep et je sais pas trop là, comme le lien finalement entre la ville. Ben c'est sûr que nous on travaille intimement avec la ville puis qui nous ont aidé énormément à construire notre nouvelle école, ça c'est certain, on est des partenaire. Historiquement le recyclage c'est né à Victoriaville dans le fond. Oui, ça je le savais. Normand Maurice, puis il y a eu d'autres mouvements par après au niveau environnemental qui sont de chez nous.
nous. Il s'appelle le berceau du développement durable, puis bon, c'est pas pour rien. C'est jamais parfait, c'est toujours une question de compromis, évidemment, mais c'est sûr que pour nous, je veux dire, il y a un vibe là, à Victo, là, quand on arrive, là, c'est vert, c'est le plein air, etc., puis on a une épicerie santé qui s'appelle La Manne, puis je pense que ça doit faire une bonne trentaine d'années, c'est une coopérative, là, qu'elle existe, puis ça reste une petite communauté, Victo, là, c'est 45 000 personnes, c'est pas énorme comme ville, puis cette épicerie-là, je veux dire, elle va bien, fait que les gens sont intéressés par ça, puis bon, il y a toutes sortes de personnes aussi quand même dans le coin, c'est pas une ville universitaire, on a un collège, on n'a pas d'université, mais c'est vraiment un milieu où il fait bon vivre. Moi, je dis souvent, Victo, c'est comme un village gaulois, on est à 20 minutes de Lavin. Fait qu'on n'arrête pas à Victo manger une poutine, mettre de l'essence puis repartir entre Québec puis Montréal. Si tu vas là, c'est parce que t'as une raison d'y aller. Puis les études, c'est le cas finalement. Puis un logement à Victo, c'est pas cher là. Fait que puis on est dans une bulle. Peut-être. Quand tu fais du yoga puis que tu fais de l'agriculture bio à Victo, ben tu sais, t'as ton monde, t'as ton réseau. c'est vraiment, c'est magique. Mais c'est ça, ça reste un milieu de vie au pied des Appalaches, fait que il fait bon vivre finalement. Fait que je sais pas ce qu'il y a dans l'eau là, mais non, mais je voulais juste peut-être parler un peu plus des projets d'agriculture urbaine puis de la mise en place. C'est sûr que le CISA, Centre de recherche, travaille en ce moment avec la municipalité pour développer leur plan d'action en agriculture urbaine. Donc il y a déjà une complémentarité entre le cégep et la municipalité. Il y a beaucoup de gens sensibilisés qui ont parti leur propre initiative. Puis pour donner un autre exemple d'un lien entre le cégep de Victoriaville et la municipalité, c'est que le jardin des rendez-vous, qui est un jardin je voulais en parler, qui a été mis en place par la municipalité, la ville de Victoriaville offre des emplois étudiants à chaque été pour s'occuper de ce jardin-là. Donc, les étudiants sont aussi amenés à venir faire une différence là, pas trop loin du cégep, dans la communauté, puis de travailler avec la communauté. Et je pense que c'est dans l'optique du programme d'agriculture urbaine, l'idée, c'est de redonner aussi à la communauté, puis de former la communauté en même temps que... On va pas juste faire des projets pour faire des projets, on va faire des projets dans la même ordre d'idée que l'agriculture est là comme outil d'intervention, mais on va l'utiliser aussi comme outil pour se rapprocher de la communauté. C'est bon exemple. Le jardin des rendez-vous, c'est un lieu magnifique, là, même magique. Oui, vraiment. T'es sur le coin de deux boulevards très passants, mais au fur et à mesure que les végétaux se sont développés, là aussi, on se retrouve dans une petite bulle. Moi, à chaque année, on amène les élèves là-bas, le visiter justement dans le cours de végétaux pour aller voir des plantes. Puis c'est le fun parce que c'est souvent même des élèves de chez nous qui travaillaient pour la ville l'été, qui vont faire l'animation là, finalement. Fait que c'est un beau jardin, c'est vraiment chouette. Ce qu'il nous disait par contre, c'est qu'il dit le seul problème, c'est que les gens ils récoltent, c'est jamais mûr. Fait que le monde ils ont faim là, ils passent puis tu attends 2-3 jours, une semaine de plus, puis le légume ou le fruit va être mûr, mais bon, au moins il y a une finalité, tu sais, c'est pas perdu là. Ben en fait, je pense que de nous autres, de par notre expérience en général, quand on est dans des jardins libre-service là, tu sais, je veux dire, nous autres toutes les places où on a mis des fraises, je pense qu'on n'en a jamais vu une mûre. Bon. C'est ça, les gens sont comme tellement comme contents de voir ça, puis ils savent qu'ils peuvent le prendre, puis ils disent si moi je le prends pas, ben il y a quelqu'un d'autre qui va passer puis qui va le prendre. Fait que mais bon, comme tu dis, il y a une finalité puis ça sert à quelque chose, donc c'est parfait comme ça. Exact. Puis je reviens à ta première question. Pour ce qui est des projets des élèves, on parlait du plan d'affaires tantôt, qui est leur travail final de synthèse. Il y en a qui sont super fictifs, puis il y en a qui sont super réalistes. Ça dépend vraiment du cheminement où ils sont rendus. Je sais que cette semaine, on a 2 élèves là qui vont être finissants cette année, Alexandra Fizet puis Félix Dumas, qui ont le projet d'une ferme qui s'appelle La Baigneuse, qui va être dans la MRC de Port-Neuf, qui ont gagné un prix finalement ici à l'Université Laval dans un concours. Puis le concours Louis Hébert? Ouais, c'est ça. Oui, j'ai vu ça dans le journal. Bon, puis je suis certain que dans les restaurants ici et autres, ben vous allez probablement avoir de leurs légumes, dans les menus, puis même des fleurs là, dans ce que je sais un peu de leur projet finalement. Fait qu'eux sont prêts là, sont arrivés, le projet il était déjà peut-être déjà cristallisé dans leur tête là, ils savaient où ils s'en allaient, puis là ben c'était juste finalement une suite logique. La gang des funambules aussi, Jardin des funambules. Oui. Je me souviens de les avoir croisés à un kiosque de la SAAC, là, de l'Université Laval, au salon de l'agriculture, puis ils sont venus me voir, puis tu sais, nous autres on est inscrits, on s'en vient, on a un projet, puis
je veux dire, après ça, de fil en aiguille, une formation, 2 ans de travail pour d'autres sur le terrain pour aller mettre en application leurs connaissances. Puis aujourd'hui, je pense que les funambules, c'est un autre bel exemple d'une ferme maraîchère bio-intensive qui marche bien. Oui, vraiment. Fait que là, en tout cas, moi, vous me donnez le goût là, de déménager à Victo. Oui, c'est ça. Fait que s'il y en a d'autres à qui ça tente, là, qui nous écoutent, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il y a des inscriptions qui s'en viennent? À quoi ça ressemble? Normalement, les inscriptions vont ouvrir en mars. Ça passe par le SRAC, là, ça c'est le service gouvernemental d'inscription dans les collèges. Moi, ce que j'incite beaucoup les gens à faire, c'est d'aller juste sur notre site web. Il y a un truc, ça s'appelle Google, là, tu tapes GTA Victo, là, ça va arriver sur notre page. Puis après ça, dans les onglets, on fouille un peu. Puis la formule qui est géniale, c'est élève d'un jour. Là, à ce moment-là, on demande à venir réaliser une journée d'élève d'un jour. Puis c'est de vraiment être dans le contexte finalement de la réalité étudiante pendant une journée, de jaser avec d'autres élèves, voir c'est quoi finalement, comment que ça se passe, etc. Puis d'aller prendre le pouls auprès de la gang, auprès des élèves. Le tissu social, c'est quoi? Parce que c'est sûr que là, bon, nous, on vous le vend au micro, mais dans les faits, venez voir les autres, comment ils sont, puis de voir si ça clique, puis si vous aimez l'école, si vous aimez les lieux, parce que c'est ça, choisir une école, finalement, c'est est-ce que le feeling est bon ou non, c'est tout. Fait que sinon, tu sais, il y a des portes ouvertes ici et là pendant l'année, mais bon, là, c'était cet automne. Mais c'est ça, élève d'un jour, c'est bien. Sinon, juste nous écrire, puis on va vous répondre, puis il y a toujours moyen de faire des petites visites aussi de façon personnalisée. Là. Super. Je me demandais par curiosité, la première, en fait, c'est des corps de combien d'élèves? Est-ce que c'est... C'est-tu contingenté? Ouais, c'est ça. Avant, on contingentait parce que nos installations étaient minuscules, puis on a souffert de ça pendant quelques années, parce qu'un jour, on a décidé d'arrêter de contingenter notre programme, parce que la demande était là. Puis c'est triste de dire à du monde qui veulent changer le monde que pour le bien, pour le mieux, de venez pas chez nous, il n'y a pas de place. Fait que ça, c'est réglé. On a construit une grosse école, on a une terre de 55 hectares. En tout cas, je me répète, là, mais c'est ça. Fait que maintenant, il y en a plus de limite, finalement. Fait que les cohortes agriculture urbaine, elle a fait son bout de chemin. On a reçu peut-être 13 élèves pour la première année. Il y a beaucoup plus de place que ça pour les accueillir. Maraîchers et fruits, au total, là, je dirais 60 pour si j'additionne maraîchers, fruits et agriculture urbaine. Donc, c'est des belles cohortes, c'est une belle gang. C'est pas tout le monde qui va finir, puis c'est pas fait pour tout le monde. Là. C'est un cours de gestion et technologie de l'entreprise agricole. C'est pas un cours de jardinage 101 ou d'autosuffisance. C'est vraiment un cours où on veut que les gens, finalement, vivent de ce métier-là, qui est d'être un technicien agricole, technicienne agricole ou fermière aussi. Là. Merci beaucoup, Pierre-Antoine et Athanasius, d'avoir pris le temps de venir nous parler aujourd'hui. Ça donnait vraiment le goût. Oui, c'est ça, j'ai quasiment le goût de retourner à l'école. Vous êtes les bienvenus. Retour aux études. Élève d'un jour. Venez d'un jour, au moins. Merci à vous. Merci. Et donc, pour les personnes intéressées par le programme puis par le cégep en général, on va mettre évidemment, comme d'habitude, les liens pertinents sur la page de l'épisode, donc sur urbainculteur avec un s.org. Puis avant de conclure, on va prêter l'oreille à Dominique qui nous présente la capsule découverte. Oh les petits pois, les petits pois, les petits pois, c'est un légume très tendre. Oh les petits pois, les petits pois, les petits pois, ça ne se mange pas avec les doigts. Saviez-vous que dans le quartier Ahuntsic à Montréal, on retrouve la première serre commerciale sur un toit au monde? Et oui, depuis 2011 en plus. Une serre de 31 000 pieds carrés où poussent des fines herbes, des micro-pousses, des concombres et des poivrons. Cette serre n'est qu'une des 3 serres opérées par les fermes Loufa, une entreprise montréalaise créée en 2009. Toujours sur des toits, la deuxième serre de 43 000 pieds carrés a été construite en 2013 à Laval où poussent tomates et aubergines, et la petite dernière, datant de 2017, a une impressionnante superficie de 63 000 pieds carrés à Anjou, où on peut admirer un tapis de laitue, de fines herbes et de verdure. Ces serres utilisent des espaces qui seraient inutilisés autrement et permettent un approvisionnement en aliments frais et locaux. La serre de Ahuntsic a été conçue pour pouvoir récupérer les eaux de pluie et de fonte des neiges afin d'être intégrée au système d'irrigation de la serre. De plus, toutes les serres sont dotées d'un système de recirculation de l'eau qui permet la réduction des besoins en eau. Les fermes Loufa misent sur la lutte biologique par des insectes prédateurs et compostent leurs résidus verts. Mais les fermes Loufa, ce n'est pas seulement des serres.
C'est également un réseau alimentaire de produits du terroir. Afin de compléter leur offre, ils ont créé des partenariats avec des fermes et producteurs locaux adhérant à des valeurs de proximité, qualité, transparence et durabilité. Ce réseau se structure autour d'une plateforme de marché fermier en ligne où tous peuvent y accéder et passer une commande. D'ailleurs, plus de 450 points de cueillette sont établis au Québec. Une flotte de 10 véhicules électriques rend possible la livraison à domicile dans certaines régions. En 2018, ils estimaient à environ 12 000 le nombre de commandes chaque semaine, et ce, toute l'année. Vous êtes curieux de savoir à quoi ressemble une serre sur un toit? Les écoles et les organisations peuvent visiter la serre d'Ahuntsic tous les vendredis. Premier arrivé, premier servi. C'est intéressant, en tout cas, de voir que les écoles commencent à s'adapter à la popularité de l'agriculture urbaine puis à offrir des formations en ce sens. Le Cégep de Victoriaville est le seul à offrir une formation aussi spécifique toutefois. Par contre, dans 2 épisodes, donc dans un mois, on va vous présenter une autre formation plus centrée sur le maraîchage classique, mais qui peut aussi être une belle porte d'entrée vers l'agriculture urbaine. D'ici là, on se retrouve dans 2 semaines avec 2 invités bien spéciales. Manquez pas ça. Bye bye!